Je pense on va démarrer, l'heure tourne. On a déjà pris 10 minutes de retard. On va limiter le temps comme on le peut. Oh, j'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas trop de... Ça va. Alors, je suis particulièrement émue, heureuse de pouvoir effectivement introduire cette journée au nom de l'Université de Strasbourg, qui accueille cette journée, la MICHA, le laboratoire SAGE en particulier. Et très heureuse et très émue, parce que c'est une journée hors du commun, je dirais, qu'on a voulu organiser, qui est exceptionnelle par la présence des personnalités à la fois scientifiques et du terrain, des maires et mairesses kurdes qui vont pouvoir aujourd'hui s'exprimer et avec lesquels nous allons pouvoir travailler. Le thème de la journée, vous l'avez lu, c'est l'invention, l'innovation démocratique locale, ça c'est important, des municipalités kurdes de Turquie sous répression entre 1990 et 2016. Ça se passe à Strasbourg et la symbolique de Strasbourg est très importante puisque ville européenne, ville démocratique qui revendique la démocratie, qui est née et qui a inventé des systèmes démocratiques au cours de son histoire et qui cherche en permanence à réinventer ces systèmes démocratiques. Ville européenne parce que aussi, c'est le thème de la journée, c'est le chapeau. Nous voulons réfléchir sur la démocratie européenne, cette démocratie que l'on doit réinterroger sans cesse et plus que jamais aujourd'hui, a besoin d'être pensée, repensée, réinventée. Nous avons besoin d'innovation, nous avons besoin de nous nourrir justement d'expériences, d'idées, et c'est bien là tout le sens de la journée. Nous sommes heureux d'accueillir ces personnalités kurdes et de pouvoir échanger, travailler justement en français, en anglais et aussi bien sûr en kurde. C'est très important que ces personnes puissent s'exprimer dans leur langue et nous communiquer finalement leur expérience. On va en reparler. Depuis la fin du XXe siècle, depuis 1990, les maires de villes kurdes ont été dans un contexte difficile d'oppression, de répression, de guerre. Et ces villes kurdes qu'ils représentent ou qu'ils ont représentées, dans lesquelles ils se sont investis, ont été des espaces d'innovation démocratique extrêmement importants. Et ils ont fait l'objet d'arrestations, ils sont en exil, ils sont venus de Suisse, d'Allemagne, du Royaume-Uni, et ils ont une reconnaissance internationale. Vous avez vu dans le programme, ils ont pu avoir des échos de leurs travaux, de leur travail dans ces communes, dans ces villes. Mais ils ont été arrêtés, ils sont en exil, et leur parole doit être aussi entendue encore et toujours. Il y a peu de témoignages, il y a peu finalement de travaux réalisés, de possibilités qui leur a été données de s'exprimer. Et ces maires et mairesses qui sont présentes ici sont ici pas du tout en tant que victimes, pas du tout en tant que revendication, accusation. Ils sont dans un esprit justement de partage de ces expériences qui ont été exceptionnelles du point de vue politique, du point de vue humaniste.
Et c'est leur expérience qui peut nourrir les réflexions, les pensées, et notamment donc la pensée académique, les scientifiques qui œuvrent au sein de l'université, des universités, et qui sont venus jusqu'ici. Alors nous avons organisé en fait cette journée selon 3 grands axes de réflexion justement. C'est un premier grand axe qui est celui de l'activité, la participation politique dans un contexte finalement de répression. Qu'est-ce que ça suscite? Qu'est-ce que ça finalement engendre aussi en termes d'activité ou d'organisation politique? Le deuxième axe, c'est la question du local. La question du local, qui est cette échelle où peut s'exercer justement le politique et qui peut, ça c'est le troisième thème extrêmement important, qui peut devenir un outil de réparation, un outil je dirais, de réorganisation finalement du collectif, mais aussi de réparation d'individus qui ont pu être réprimés ou subir finalement une oppression. Donc c'est cette idée du collectif qui se réinvente localement et qui permet ainsi à des individus, mais à une société entière, finalement de fonctionner autrement et de s'organiser autrement. Alors nous avons choisi de faire d'organiser cette journée en 2 temps principaux. Le matin, et ce matin, on a d'ailleurs décidé de raccourcir un petit peu le temps de parole, de la parole scientifique, pour laisser plus de place justement aux témoignages et surtout au débat, aux échanges, aux interactions entre finalement les scientifiques, la pensée, et puis ces maires et mairesses qui étaient sur le terrain et qui ont innové, inventé la démocratie, une certaine démocratie. Et donc ce matin, je veux particulièrement remercier Michel Agier, qui va ouvrir d'ailleurs cette journée, qui est anthropologue et qui pourra justement nous donner quelques clés de lecture sur l'agir urbain, puisque ça a été son thème l'un de ses grands thèmes de recherche. Alors il n'a pas travaillé, et il en parlera bien sûr, il n'a pas travaillé strictement sur la Turquie et sur les Kurdes, mais il nous donne des éléments extrêmement intéressants pour décrypter justement ce que peut être l'action politique, l'organisation politique dans des sociétés, comment elle peut naître. En tout cas, c'est un élément des grilles de lecture et des entrées qui sont importantes pour nous justement, pour penser cette action des maires et des mairesses. Nous accueillons également Amit Bozarslan, qui est historien, également spécialiste politiste, spécialiste de sciences politiques et spécialiste du Moyen-Orient et de la Turquie, et qui pourra justement nous donner des éléments de cadrage concernant le contexte dans lequel ces actions ont pu être menées. Wiebke Keim, qui est sociologue, elle s'intéressera justement au cadre de l'action de l'émancipation comme également une clé de lecture pour comprendre ces actions politiques et ces expériences pour pouvoir les décrypter. Moi-même, je suis géographe. Cette question du local, l'échelle locale, est extrêmement importante et je reviendrai, je ferai le lien avec la démocratie européenne et ce besoin que nous avons en Europe, justement, de repenser ce que peut être la démocratie aujourd'hui et comment elle est fondamentalement liée à la ville
et ce pourquoi ces expériences sont particulièrement précieuses pour nous et doivent être écoutées, entendues, décryptées. Cet après-midi, nous aurons 2 intervenants qui vont animer les débats, interroger donc Gilbert Vincent qui est philosophe, qui est très engagé dans la cité, qui a beaucoup interrogé justement le rôle politique dans la cité, l'action politique, particulièrement auprès des jeunes, et Fleur Laronce, qui est juriste, et donc qui, elle aussi, animera une table ronde. Donc vous voyez, c'est une équipe très pluridisciplinaire, des regards très différents, scientifiques, une palette qui permet justement de voir toute la richesse de ces expériences, d'engager un dialogue, justement, entre ces personnes sur le terrain, ces maires et mairesses qui étaient sur le terrain. Et finalement, l'idée, c'est bien de construire, de co-construire, et de ne pas rester enfermé, replié, chacun dans son monde. C'est vraiment de co-construire des savoirs en croisant justement l'expérience avec une pensée scientifique, ce qui nous permet de résister à la difficulté de penser aujourd'hui, et notamment à cause d'une violence qui est latente, qui est présente chaque jour, de près ou de loin. Nous en subissons tous les jours les effets. Et je pense que justement la parole de ces maires et de ces mairesses est particulièrement précieuse dans ce contexte. Alors, je terminerai en remerciant toutes les personnes, toutes les institutions qui ont participé, qui ont rendu possible cette journée. L'Université de Strasbourg, bien sûr, je l'ai cité. Je vais rester dans le domaine académique. L'Université Urmis, le laboratoire Urmis, E.T. Makers, avec sa représentante ici, qui a largement soutenu aussi ce projet et qui a permis de le faire aboutir. La Fondation France Liberté, la Fondation René Cassin, la ville de Strasbourg, et qui présente ici et qui montre aussi tout l'intérêt qu'il peut y avoir, encore une fois, pour la démocratie et ce dialogue entre le terrain, l'expérience, les réalités quotidiennes, et puis la pensée, la capacité, finalement, la contribution de l'université à donner du recul, à apporter aussi, finalement, ses outils pour avancer et, encore une fois, défendre une idée qui nous est chère, qui est celle de la démocratie. Donc, je remercie les contributeurs, je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la construction, à la possibilité que cette journée puisse se faire. Et donc, je vous souhaite une excellente journée, riche, dense, inspirante, et des débats, du dialogue, pour effectivement faire progresser cette pensée. Bonjour et merci. Merci pour cette organisation cette rencontre tout à fait exceptionnelle. Je ne vais pas redire ce qui a été dit. Je suis moi aussi très, très ému d'être là et très, très heureux aussi d'en être parce que je défends une anthropologie et une science sociale publique, c'est-à-dire qui interagit en permanence avec les personnes qui sont sur le terrain, dans le terrain, qui sont dans l'action, qui sont dans l'agir. Et donc pour mon anthropologie, pour la science sociale que je pratique, c'est très important pour moi aussi, et c'est très émouvant d'être ici avec vous. Cependant, je parle de loin, je viens de loin, et vous aussi, je le sais bien, mais je viens de loin du point de vue de mes terrains de recherche et de mes thématiques de recherche. Et j'espère que mon propos ouvrira un chemin de mots, d'expériences, d'idées pour
pour nous rapprocher et nous faire porter attention à tout ce qui va être dit dans la journée. Certains professionnels de la ville et des penseurs de l'urbanisme remettent de plus en plus en cause depuis quelques années ce qu'on a appelé le fonctionnalisme urbain du XXe siècle, ces plans, ces programmes triannuels ou autres, et même ces plus récents projets, derniers avatars des années 90, qui avaient incarné des politiques urbaines volontaristes et verticales, du haut vers le bas, une forme urbaine décidée d'en haut pour organiser la vie sociale en bas. Et donc il s'agirait d'inverser radicalement cette approche techniciste et spontanément, d'une certaine façon, autoritaire. Et cela semble aujourd'hui possible. En tout cas, c'est un langage, ce sont des mots qu'on entend dans le monde des aménageurs, des urbanistes. Des mots et des idées plus simples, plus souples, se sont immiscés dans le débat, dans le langage, reconnaissant en particulier la place de la mobilité dans la forme même de la ville. Des architectes et des urbanistes prônent maintenant, je vais mettre ça entre guillemets, une ville résiliente, une ville inclusive, une ville accueillante, comme l'architecte Cyril Hanap, qui avait participé à ce programme de recherche Babel que j'ai organisé pendant plusieurs années, où d'ailleurs dans cet auditorium, nous avons eu l'occasion de présenter nos recherches il y a 4 ou 5 ans, je crois. Les architectes envisagent la possibilité d'une ville inachevée. Important pour moi, cet inachèvement, c'est l'inachèvement permanent de la ville, où, selon Patrick Bouchain, un urbanisme temporaire, rien n'est terminé, rien n'est bouclé, rien n'est fait, ou encore, selon l'architecte Françoise Fromonneau, un urbanisme de situation. Voilà tout ce qui est aujourd'hui en débat. Il y a des sociologues et des urbanistes qui évoquent depuis longtemps quelque chose qui va dans ce sens et qui va même plus loin. Je pense au sociologue et urbaniste Richard Sennett, et avant lui même l'urbaniste et critique Jane Jacob, pour qui, pour être efficace, il faut revenir au niveau micro-urbain, revenir à l'informalité contre l'autoritarisme du trop planifié. Il faut même aller, selon ces auteurs, vers une architecture sans architecte, un urbanisme sans urbaniste. Ils opposent donc le pragmatisme des habitants à la vision formelle et idéalisée des aménageurs. Lors de mes enquêtes dans les camps de réfugiés en Sierra Leone, en Guinée, au Libéria, au milieu des années 2000, j'ai rencontré en Sierra Leone des réfugiés libériens qui avaient hâte de rentrer chez eux. Pas tout à fait chez eux, d'ailleurs. Leur village du nord Libéria avait été détruit et il fallait donc tout reconstruire. Ils préparaient un projet de reconstruction tout en manifestant devant les locaux du HCR pour demander leur rapatriement au Libéria. 2 aspects de leur projet m'avaient particulièrement marqué. D'une part, aussi peu experts en aménagement ou en montage de projets étaient-ils, ils préparaient une demande à présenter à diverses ONG internationales qui, ils le savaient, leur apporteraient facilement de l'aide financière pour retourner chez eux. Car le camp de réfugiés avait été pour eux un espace de mise en contact avec le monde global, avec la communauté internationale, de découverte et d'apprentissage des modèles circulant dans cette communauté internationale et donc transmis par les ONG internationales. Ils avaient une forme de dialogue qui s'était créé et leur propre langage, celui des projets de reconstruction d'une ville qui pour eux n'existait pas encore, dans un retour qui n'était pas encore réalisé, prenait forme dans ce dialogue avec les ONG internationales et la communauté internationale. D'autre part, leur projet était un projet de ville, me disait-il, parce que revivre dans les villages était trop risqué. Ils étaient trop petits, les habitants auraient été isolés et vulnérables face au retour, toujours possible, des groupes armés.
s'assembler efficacement, c'était déjà pour eux, en premier lieu, faire une ville. Un concept donc qu'ils associaient aux idées de sécurité et de développement. On voit bien qu'on ne parle pas de démographie, de quantité d'habitants ou de taille de ville, de l'espace urbanisé. On parle de la ville comme un état d'esprit, une organisation sociale, un agencement de la diversité culturelle, de la diversité sociale, mais aussi et tout autant de la ville qui est conçue comme quelque chose qui se bâtit concrètement et qui s'aménage et qui aménage des espaces d'habitat, de circulation, de rencontre. L'anthropologie peut aider à penser ce lien entre l'espace et la communauté. Espace et communauté qui sont deux objets traditionnels de l'anthropologie, mais qui sont précisément les deux termes de ce faire-ville que j'évoque. Comment se crée de la relation dans et avec un lieu, comment se crée de l'identification locale, de la mémoire et aussi de l'action, c'est-à-dire tout ce qui permet d'habiter un lieu, de l'occuper, de se sentir d'une certaine façon engagé par ce lieu. Cette approche associe donc étroitement la cité, c'est-à-dire une forme de la vie collective, un esprit et une perception d'un commun, et la ville, une réalité physique dans sa spatialité, sa matérialité. Et je reprends là les deux définitions que Richard Sennett avait défendues il y a quelques années dans un ouvrage sur le bâtir précisément, en s'interrogeant sur leur lien. C'était The City and the Town, la cité et la ville. C'est pour cette raison que les espaces précaires, peu ou pas bâtis, peuvent aussi avoir une grande valeur expérimentale et heuristique si l'on veut bien leur porter un regard scientifique fait d'observation et d'analyse et sans jugement, le jugement pouvant être lui-même parfois dévastateur, qu'il soit compassionnel, esthétique ou accusateur. Ainsi, il y a un effet paradoxal qui est des indignations, quand on parle des indignations concernant les bidonvilles et les campements, comme on le fait beaucoup en Europe. Pas de campement en Europe, pas de bidonville chez nous. Le chez nous est aussi entre guillemets, qui seraient des formes indignes, pour reprendre un terme qu'on entend beaucoup. Si ces indignations peuvent encourager des actions sociales, associatives, en faveur d'une assistance ou d'un secours aux plus démunis dans la société, les mêmes paroles d'indignation peuvent aussi justifier les expulsions et les démantèlements de ces espaces et donc de l'expulsion de leurs occupants au nom même de cette indignité qui leur est associée autant qu'aux espaces qu'ils habitent. Leurs occupants, eux, pourront voir ces mêmes lieux d'une manière tout à fait différente, comme une étape d'arrivée en ville, par exemple, dans un parcours migratoire non linéaire, une possibilité d'arrival city, pour reprendre les termes du journaliste et géographe Doug Sanders, qui a utilisé ce terme arrival city, la ville d'arrivée, qu'on n'a pas traduit en français d'ailleurs, puisqu'en français c'est devenu du village à la ville, comment les migrants changent le monde, ce qui n'est pas une bonne traduction pour le arrival city. Au Brésil, toute l'histoire des favelas relate cette odyssée urbaine de plusieurs décennies, depuis le bidonville jusqu'à la politique dite des favela bairros, on dirait en français du bidonville au quartier, des années 90 dans la ville de Rio de Janeiro d'abord, puis saluée et suivie par de nombreuses capitales latino-américaines ensuite, et qui a consisté à stabiliser au lieu d'expulser les établissements précaires et donc à les transformer en quartiers durables, en les équipant et les transformant progressivement plutôt que de les détruire et d'expulser la population. C'est dans ces marges, ces friches et ce que François Choët avait appelé des non-villes,
que j'ai trouvé un futur déjà là, quelque peu anachronique, donc tout à fait décentré de la ville historique, notamment européenne, à laquelle nous nous référons encore trop souvent pour penser l'universalité des villes. On a un autre regard sur le faire-ville si l'on part de la vie quotidienne des zones de marge ou frontières de toutes les borderlands et donc de celles et ceux qui les habitent ou y passent. Loin d'être exceptionnelle, cette expérience de recherche, pour ce qui me concerne, cette expérience de vie pour les milliards de personnes qui habitent ces zones marginales, comme on dit, est expérimentale et exemplaire d'un certain futur urbain. Cela résonne avec les propos de ces urbanistes que j'ai mentionnés, propos actuels de ces urbanistes que j'ai mentionnés, et qui pensent aussi, comme avec Jane Jacob ou Richard Sennett, un urbanisme pratique ou pragmatique, dit précisément Richard Sennett, qui ancre depuis longtemps sa réflexion dans l'homo faber, dans le faire de l'humain. Il faut, écrit-il, placer l'homo faber au centre de la ville, ce qui pour moi peut se prolonger dans l'idée du processus du faire-ville, effectivement les habitants qui font la ville. Camps, campements et favelas et quartiers populaires d'anciennes favelas, ce sont d'étranges établissements humains qui ont formé le paysage donc de mes terrains à partir de la matière première disponible dans la nature, terre, eau, bois de forêt, ou de la matière résiduelle des produits manufacturés disponibles, planches, palettes, bâches plastifiées, toiles de sac, feuilles métalliques d'emballage, plaques de polystyrène. Des habitants bricolent, récupèrent, recyclent et pratiquent une architecture adaptative, réactive, une architecture des favelas, comme on l'a appelé, une architecture des bidonvilles, comme certains architectes ont également dit, ou une architecture des camps, comme maintenant des ONG, comme les Architectes sans frontières, par exemple, essayent de le penser. Des maisons en pisé côtoient d'autres constructions en carton ou en tôle. Cette matérialité est en constante transformation. Inspiré, pardon. Inspiré de ces espaces résiduels, une écologie et une anthropologie urbaine sont toutes à inventer. Merci. Inspiré de ces espaces résiduels, une écologie et une anthropologie urbaine sont toutes à inventer pour le monde à venir. Nous n'en connaissons encore presque rien, si ce n'est qu'elles seront marquées par une culture de l'urgence, toujours, du présent et de l'incertitude du futur, organisant et meublant des espaces nus ou rasés ou abandonnés pour des durées inconnues. C'est pourquoi le thème des instant cities, les villes de l'instant, les villes instantanées, ou comme on les a traduits, les villes bâties du jour au lendemain, ce thème revient dans les débats des urbanistes et des architectes aujourd'hui. J'aimerais l'aborder en quelques mots. Il est possible de l'aborder plus largement du point de vue de la formation anthropologique des villes. Le thème des instant cities est ancien. Il est apparu dans les années 60 et 70, d'abord avec l'histoire des villes du Far West américain, où on avait dit que des villes étaient nées en un jour et très vite grandies et développées, comme le racontent les récits de San Francisco ou de Denver, dans lesquels des migrants arrivaient et traçaient leur nouvelle vie conquise sur des espaces nus. À la même époque, des architectes anglais, Peter Cook et le groupe Archigram, s'inspiraient des lieux de rassemblement éphémères et des lieux de festivals précaires, comme Woodstock, pour imaginer des villes elles-mêmes mobiles, une utopie de ville plutôt faite d'objets, d'images et de sons transposables que de formes matérielles fixes. Nous sommes peut-être aujourd'hui dans un autre moment, une autre mise en œuvre de ce modèle des instant cities. En 2015, la Cité de l'architecture et du patrimoine
avait monté l'exposition « Habiter le campement » qui réincarnait très concrètement le concept à travers des rassemblements festivaliers, et par exemple la ville de 3 jours du festival Burning Man aux États-Unis, mais aussi les campements de yurts pour les travailleurs migrants en Mongolie, ou les campings et mobile homes pour touristes et travelers en Europe, ou encore, bien sûr, les innombrables camps-villes pour réfugiés dans le monde. Le point commun de toutes ces expériences d'Instant Cities est leur ambition de réduire, voire de supprimer l'écart entre le temps et l'espace. Le paramètre temporel devient ainsi un des facteurs de qualification de l'espace. En combien de jours, en combien de semaines, en combien de mois, tel lieu, tel quartier ou telle ville pourront-ils être bâtis ou aménagés? C'est des questions qui m'ont été posées avec des collègues, comme j'évoquais Cyril Hanap, l'architecte, quand on a collaboré avec la ville de Grande-Synthe, dans le nord de la France, pour imaginer des quartiers qui pourraient être très rapidement la transformation du campement créé par des migrants installés dans ce quartier, et donc une forme d'urbanisme temporaire, d'urbanisme adaptatif était en train d'être imaginé. Comment passe-t-on de cette marginalité qui fait désordre à de la ville et à un possible modèle d'être au monde, de participation, d'agir dans le monde et dans la ville, une pensée concrète, une architecture esthétique, un habitat minimal, évolutif. Voilà les mots qui essayent de donner du sens à ces situations et leur donner une chance d'inspirer d'autres expériences et d'autres manières de faire ville, ce qui fait écho à l'approche et à quelques-uns des termes de l'architecte grec et français Georges Kandilis, pour qui l'observation directe au Pérou, vous voyez, je vous fais voyager là, très loin, dans la périphérie de Lima, au début des années 70, d'un processus d'installation et construction d'une invasion, fut un choc. Dans la nuit, écrivait-il, des milliers de personnes avaient envahi un terrain vague pour construire une nouvelle ville. C'est moins l'invasion elle-même, je l'ai déjà un peu évoqué, qui m'intéresse ici, et plutôt la réaction de l'architecte européen face à cette invasion et à cette occupation. Longtemps collaborateur de Le Corbusier, Kandilis a ensuite passé des années à concevoir en Europe essentiellement des très grands ensembles à bas prix pour, disait-il, les plus démunis. Il voyait dans ce mouvement d'invasion et d'occupation urbaine à Lima un raz-de-marée populaire, ce sont ces termes, devant lequel les autorités cèdent et qui va, écrit-il, construire une maison, une ville, sans matériaux ni architecte, avec la seule force du plus grand nombre et le seul espoir de survivre. Le deuxième jour de l'invasion, sous les yeux de l'architecte devenu simple témoin, les maisons commencent à s'édifier avec des matériaux de récupération, des quartiers se forment et se délimitent, et les habitants, y compris les enfants, dit-il, votent pour désigner leurs responsables. Et donc, Kandilis conclut « J'assistais émerveillé à la naissance d'une véritable communauté urbaine. » Et il évoque, enthousiaste, l'esprit même de la ville, terme que j'ai repris tout à l'heure. Il exprimait ainsi l'intense découverte que cet événement avait représenté pour lui, et surtout le fait que le faire ville passe par un événement, et cet événement est moins matériel que politique, puisque c'est l'irruption d'un sujet citadin, un sujet porteur de l'esprit de la ville et faiseur de la communauté urbaine.
c'est ce sujet citadin et cette communauté urbaine qui font la ville et qui font aussi en même temps, je crois, le sujet démocratique urbain. Voilà ce que je voulais dire, simplement en ajoutant, en dernière épilogue, qu'il y a là un partage d'expérience à faire, un partage d'expérience que j'ai un petit peu expérimenté avec vous en allant jusqu'à l'autre bout du globe en Amérique latine, un partage d'expérience qui, s'il veut devenir efficace, doit être systématique et doit aussi reposer sur une prise de conscience de l'égalité théorique de toutes les formes urbaines. C'est un rééquilibrage épistémologique, si on veut, ou en employant des termes un peu compliqués, un peu pompeux, un rééquilibrage épistémologique de la valeur théorique de toutes les formes urbaines, aussi bien le campement, le camp, le bidonville que la 5e avenue ou les Champs-Élysées sont de la ville et sont d'une certaine façon les produits du faire-ville, ce faire-ville qui dépend, lui, d'une énergie de rassemblement et de mise en commun qui peut permettre donc de faire produire dans tous les contextes régionaux, nationaux, ces villes à réinventer. Je vous remercie.